Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du Data AI for Business Forum and Meetings. J'espère que la première journée s'est bien passée. Qui était là hier ? Ah, très bien. Bon, alors on continue activement et studieusement aujourd'hui. Alors, le Hub Institute, plus globalement, et le reste de l'année, effectivement, c'est une équipe qui couvre les grands événements internationaux, qui couvre aussi les grandes tendances par secteur, par métier. Donc, avec plus de 600 articles et vidéos par an, 25 rapports thématiques sectoriels, dont les membres, d'ailleurs, peuvent le télécharger directement sur leur espace. C'est aussi, effectivement, des formations. Vous avez sur les fauteuils la dernière formation qui a été conçu par Emmanuel et ses équipes, notamment sur l'IA générative. Et puis, c'est aussi des executive tours, puisqu'on a commencé l'année au CES à Las Vegas, à la NRF à New York sur le retail, à South by Southwest sur la créativité. Et puis, d'ici quelques semaines, à Viva Technologies. Donc, si vous voulez réserver des tours pour vos comités de direction ou vos équipes, n'hésitez pas, c'est maintenant, il reste encore quelques places. C'est aussi des événements comme aujourd'hui, mais plus globalement tout le reste de l'année, et notamment avec des dîners, des déjeuners, des masterclass sur différentes thématiques. Et puis le Hub Institute, c'est surtout sa communauté de membres, 120 entreprises à l'année qui bénéficient de l'ensemble des contenus et de l'ensemble des événements. Alors justement, ces membres, qui sont-ils ? On a structuré depuis 2 ans maintenant l'ensemble de la communauté autour de clubs thématiques, soit par secteur d'activité, donc le retail, la grande conso, banque assurance, la mobilité par exemple, ou les médias telco, mais aussi par métier, les métiers du marketing, des RH, de la data, de la supply chain, de la RSE. Et donc, ces clubs se réunissent via des boards 3 à 4 fois par an, dont hier, on en a réuni, je crois, 4-5. Aujourd'hui, il y en a tout autant, qui permettent un petit peu de vraiment comprendre et de rester au plus près de vos problématiques au quotidien et de faire remonter les sujets, les thématiques dans le cadre des conférences ou dans le cadre des formations. Il y a effectivement, pour chaque communauté, un rapport associé, des contenus et des événements dédiés. Alors, le board data qui s'est d'ailleurs réuni hier en fin d'après-midi, c'est moi qui l'animais, alors avec une partie des membres, puisque l'idée à chaque fois pour chaque board, c'est de pouvoir aussi renouveler les participants. Donc, on a retrouvé différentes entreprises, que ce soit des acteurs de la banque comme Orange Bank, Société Générale, ou du retail et de la grande consommation comme Coca-Cola, L'Oréal, Pierre Fabre, pour justement échanger un petit peu sur les sujets qui font leur quotidien. Donc, on a parlé des sujets RH, des sujets d'intelligence artificielle et notamment de Generative AI. On a parlé des sujets de partage de la donnée et de l'appropriation en interne de la donnée. Voilà. Et donc, tous ces sujets, on les couvre tout au long de l'année. Alors, les prochains grands rendez-vous du Hub Institute, donc le prochain, c'est le 11 mai sur les sujets d'impact et de RSE. On va faire témoigner effectivement un certain nombre d'entreprises et de leaders sur ces sujets-là, sur leur vision, mais surtout sur les initiatives qu'ils ont mis en place dans leurs entreprises. Work Experience sur les enjeux de la collaboration et de l'expérience collaborateur le 1er juin, le Hub Forum bien sûr le 3 et 4 octobre, et puis Social and Digital Advertising en novembre qu'on fait chaque année, qui a beaucoup de succès, et on clôturera l'année avec Impact le 5 décembre. Alors pour revenir sur le Hub Forum, je vous invite dès à présent à le booker dans vos agendas. Il y a toujours beaucoup d'événements en octobre, donc bookez-le dès à présent. Ce sera effectivement au pavillon d'Armenonville. Et le thème cette année, c'est Smart Business Big Impact. Comment être plus stratégique, faire mieux pour un impact plus important, que ce soit un impact sur les métiers, sur le business, sur la croissance, mais aussi de manière plus globale sur l'impact positif des entreprises. Alors, comme je vous le disais, sur la partie formation, aujourd'hui, on va en parler plus particulièrement sur l'IA générative, mais Emmanuel a mis en place effectivement un programme de formation sur une journée qui mixe masterclass et atelier immersif. Je pense qu'il y a un enjeu vraiment pour comprendre l'intérêt de ces nouveaux outils, de vraiment mettre la main, tester les outils justement de texte, de production d'images, de production de contenu, pour vraiment se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur vos métiers, sur vos industries à court, moyen et puis à plus long terme. Vous pouvez scanner le QR code et arriver directement sur la page pour avoir plus d'informations. Et le Hub Institute, c'est aussi depuis maintenant un an et demi, un groupe d'écoles avec School of Impact
impact qu'on a lancé avec une première promotion l'année dernière et qu'on ouvre cette année également, donc en septembre, deux nouvelles promotions pour 2 écoles, School of Data et School of Cyber. Donc 2 choses. 1, si vous avez des postes d'alternance qui sont ouverts dans vos entreprises sur ces sujets, n'hésitez pas à nous les faire remonter, à nous les partager. On sera en mesure de vous proposer quelques candidats qui auront déjà été présélectionnés. Et puis deuxième chose, si vous souhaitez rapprocher votre entreprise à travers un projet ou à travers une initiative en particulier avec une école, on sera ravis de vous intégrer dans l'écosystème de l'école. Un grand merci à nos partenaires qui rendent possible cet événement et que vous pouvez retrouver dans le village de l'innovation pour poser vos questions à la suite de leur intervention, que vous pouvez aussi retrouver en rendez-vous ou également avec des tours. N'hésitez pas à aller voir juste à l'entrée du village de l'innovation à gauche. Les équipes du Hub Institute sont à votre disposition en fonction de vos sujets, de vos problématiques, pour pouvoir vous indiquer les meilleurs partenaires et innovations à découvrir. Et puis effectivement, on se retrouve autour de déjeuner et de dîner, dont le dîner était hier soir. Voici pour cette première partie et cette introduction. Je vais maintenant vous proposer effectivement une introduction sur les sujets de Generative AI, sur l'approche contenu, créativité et productivité, parce qu'il faudrait un petit peu plus que 20 minutes pour venir sur l'ensemble des sujets, mais l'idée c'est de vous donner un peu la big picture, avec effectivement un premier état des lieux. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative ces dernières semaines. Pour autant, dans votre secteur et notamment dans le secteur du retail et du e-commerce, déjà depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années maintenant, le commerce 3D, pour le coup, lui, est bien présent et bien utilisé et a explosé. C'est ce qu'on appelle aussi les synthétiques médias, avec notamment la création d'assets 3D, avec des 3D photo studio as a service pour créer des produits, des campagnes, des actifs ou effectivement des modèles photoréalistes pour vos produits. On va le voir en détail un petit peu après. Des showrooms virtuels, alors avec plus ou moins de succès, plus ou moins d'intérêt. Pour autant, ils existent et des marques continuent à investir. L'AR et le virtual try-on, donc ça pour le coup, pour les marques de mode ou les marques de luxe, on le voit de plus en plus pour proposer une expérience plus interactive, plus immersive, plus personnalisée. Et puis bien sûr le live diagnostic, dont se sont emparées notamment les marques de cosmétiques pour proposer des consultations ou des recommandations personnalisées en fonction de votre peau, de votre couleur, etc. Alors, on parle effectivement du 3D avec des solutions comme Omi ou Infinite qui permettent vraiment d'industrialiser la photographie de vos produits. Et on passe effectivement au step d'après qui est l'IA générative et qui, avec des solutions par exemple comme Boost AI, qui permet de votre produit de pouvoir effectivement le faire porter par n'importe quel mannequin, que vous préférez l'avoir petite, grande, blonde, brune, mais aussi effectivement le background derrière que vous pouvez complètement d'ailleurs recréer, avoir quelque chose que vous créez à l'identité de la marque et dans votre environnement, dans votre univers, de manière bien sûr, et ça c'est vraiment le game changer, de manière rapide, efficace et à moindre coût, avec des solutions qui permettent de passer du texte à l'image. Alors la pénétration de l'IA générative, là on le voit effectivement, c'est une des révolutions technologiques qui va avoir un taux de pénétration, là on a pris une échelle de 10 ans la plus importante et la plus rapide, si on compare par exemple au smartphone ou au cloud. Et si on reprend effectivement la courbe de Gartner, qui est finalement la courbe d'appropriation, on voit l'IA générative juste en haut, avec les données synthétiques dont on a parlé, donc tout ce qui va être 3D. Et là on arrive un peu, alors on a encore un peu de marge, mais au sommet des attentes un peu surdimensionné, le buzz, tout le monde s'excite, c'est super, ça va tout révolutionner, c'est incroyable. Et puis effectivement, il y a toujours une redescente après parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes juridiques, légaux, qu'en fait c'est pas si facile, qu'en fonction des réglementations de votre propre structure, de votre propre entreprise, tout n'est pas aussi rapide. Il y a le sujet de l'appropriation des outils, de la formation, de l'intégration, enfin voilà. Donc on arrive un peu dans le creux des désillusions, mais quand on touche le bas, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours remonter. Donc effectivement, après, on a une pente de consolidation et puis surtout, on a le plateau de productivité. C'est là où on considère que la technologie a un véritable impact, qu'elle peut être industrialisée, utilisée. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le timing pour atteindre ce plateau, c'est le petit point, ce sont des points bleus, donc c'est de 2 à 5 ans. Donc c'est quand même extrêmement rapide.
Alors, ce qu'il faut avoir en tête dans l'IA générative, c'est qu'effectivement, il y a 2 layers. Il y a le layer qui correspond au modèle d'IA. Et donc là, on retrouve nos amis de OpenAI, de DeepMind, on retrouve Stable Diffusion, qui vont effectivement construire les modèles d'intelligence artificielle générative. Et au-dessus, on va effectivement pouvoir développer ce qu'on appelle donc des applications qui vont correspondre au texte, au code, à l'image, au speech vidéo 3D, mais aussi à d'autres, comme par exemple le gaming, la musique, etc. Et donc, c'est vraiment cette association des deux qui va permettre le développement de cette technologie. Alors en 2022, on peut se poser la question de l'année est-ce que c'est l'année de l'IA générative ? On pourrait aussi se poser la question de ce que va être 2023 avec les premières annonces de ce début d'année. On a vu effectivement Midjourney qui est sorti en juillet 2022. Donc c'est text to image, ChatGPT avec DALL-E puisqu'en fait c'est OpenAI effectivement derrière, donc text to text et text to image pour DALL-E, et puis Stable Diffusion, pareil text to image qui est le modèle d'open source par rapport aux autres qui sont plutôt des modèles privés. Alors bien sûr, on retrouve l'intérêt des investisseurs dans justement que ça soit dans les modèles d'IA ou dans les applications, donc les layers qui vont se positionner au-dessus avec un dépassement en 2022 de 2 milliards d'investissements et puis effectivement une taille de marché qui évolue puisqu'on voit d'ici 2032 plus de 118 milliards de dollars de taille de marché. Et je trouvais qu'il y avait 2 éléments intéressants qui permettent un peu de mieux se projeter et de visualiser de quoi on parle. D'ici 2025, 30% des messages marketing des grandes entreprises seront générés synthétiquement, contre 2% en 2022. Vous pouvez peut-être vous poser la question de vous, où est-ce que vous en êtes ? 2025, finalement, c'est dans 2 ans. Donc, est-ce que vous vous voyez dans ces 30%? Peut-être moins, peut-être plus. Qu'est-ce que ça pose comme question? Et d'ici 2030, un film à grand succès sortira avec 90% du film généré par l'IA, donc du texte à la vidéo, contre 0% en 2022. Ça paraît absolument énorme, ça paraît assez surprenant. Pour autant, alors je ne vous l'ai pas mis là dans la présentation, mais vous pourrez le retrouver dans les différents rapports. Aujourd'hui même, on voit des clips de rappeurs là, qui sont sortis ces dernières semaines, qui sont complètement faits avec effectivement un iPhone et 2-3 applications spécifiques, qui avant nécessitaient plusieurs jours de production, des caméras, des expertises, et effectivement ça a été fait en uniquement quelques heures. Donc c'est assez impactant et c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué d'ailleurs à South by Southwest, donc qui est l'événement qui a lieu à Austin sur toute la créativité, puisque c'est un secteur qui va être extrêmement challengé. Alors quand on parle d'IA générative, effectivement on parle de différents modèles et donc aujourd'hui en tout cas on a différents modèles. À terme l'idée c'est d'avoir une IA générale qui va permettre de pouvoir gérer tout ça. Donc ça peut être effectivement sur la résolution des images, ça peut être sur la restauration d'images, l'image to texte ou le texte to image ou la création de vidéos directement. Et quand on parle justement d'actifs visuels qui sont créés via l'intelligence artificielle générative, on retrouve DALL-E, donc encore une fois c'est OpenAI, on retrouve Stable Diffusion qui est le modèle open source et puis Midjourney qui est l'outil qui est effectivement aujourd'hui le plus utilisé, le plus facile et le plus performant pour générer du texte to image. Bien sûr, c'est rien comparé à l'usage aujourd'hui de ChatGPT, puisque pour atteindre 1 million d'utilisateurs, il a fallu uniquement 5 jours et 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc, si vous le comparez avec d'autres plateformes qui ont aussi révolutionné les usages, on voit qu'on est sur un gap encore supérieur. Alors, on a eu il y a quelques semaines, effectivement, la dernière version de ChatGPT et on voit finalement qu'il y a un gap énorme en termes de traitement de données, de capacité de puissance de calcul et d'entraînement, en fait, de l'intelligence artificielle sur un nombre de données assez importante. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Déjà, effectivement, ça a permis cette nouvelle version de générer des textes avec un réalisme factuel plus élevé. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile en fait de faire la différence entre un texte généré par un humain entre guillemets et un texte généré par ChatGPT. Le langage naturel avec l'amélioration de la pertinence et de la précision des réponses, ça c'est toujours pareil. Hein. Plus vous êtes précis dans votre demande, plus vous aurez une réponse précise, adéquate et pertinente dans votre réponse qui sera proposée par l'outil. La capacité à comprendre des images et des vidéos
pour effectivement générer du texte, qui n'était pas le cas avant, le multilinguisme et le multiculturalisme, pour pouvoir justement intégrer certaines nuances en fonction des cultures, les enjeux d'efficacité énergétique qui sont amenés à être de plus en plus effectivement optimisés, et puis le traitement des données avec la capacité à traiter et à rendre effectivement des données structurées sous forme de tableaux ou de graphiques. Alors, derrière, effectivement, ChatGPT 4, c'est OpenAI. Je pense que tout le monde en a quand même beaucoup et bien entendu parler. Peut-être deux applications que vous connaissez un peu moins, ou en tout cas qui sont moins connues du grand public. Whisper, donc, qui est le modèle de reconnaissance vocale, qui retranscrit ou qui traduit le texte à partir de la voix. Et puis, Codix, qui est vraiment, en fait, le text to code et qui va permettre de faire du langage naturel au langage de programmation, et donc qui va aussi vraiment être game changer pour les développeurs dans la capacité effectivement à pouvoir accélérer et produire plus rapidement. Alors bien sûr, c'est un engouement qui renforce finalement quand même l'hégémonie des grands acteurs de la tech, parce que pour pouvoir développer ces modèles d'IA, il faut pouvoir effectivement avoir des infrastructures qui permettent la puissance de calcul, qui permettent la capacité à traiter de nombreuses données. Donc on va retrouver les grands acteurs du cloud, Azure, Google Cloud, AWS, qui a aussi annoncé il y a quelques jours l'investissement et le développement, la mise à disposition d'applications d'IA générative. Alors on revient effectivement sur Microsoft, qui a investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Là, le vrai sujet, en dehors de l'intégrer dans Bing, c'est de l'intégrer dans l'ensemble de la suite Microsoft, et donc de vraiment, finalement, faire de chacun des logiciels de la suite de véritables assistants personnalisés pour ceux qui l'utilisent. Google avec Bard, alors malgré le flop de la conférence de presse, de l'annonce, qui a eu quand même un impact assez important en termes de valorisation pour l'entreprise. Enfin, je m'inquiète pas pour eux, tout ça est bien remonté. Et puis, bien sûr, sans oublier les Chinois qui, effectivement, eux aussi, investissent sur ces technologies. Alors, tout ça n'a de sens que si c'est monétisable. C'est évident, avec deux approches en tout cas à ce stade. La premiumisation, donc la premiumisation, elle va passer par un accès par exemple prioritaire avec un abonnement mensuel pour avoir des réponses plus rapides et un accès prioritaire sur la plateforme, mais aussi effectivement le modèle, on va dire assez classique, traditionnel de la publicité, avec des recommandations sponsorisées en réponse aux questions formulées par les utilisateurs, notamment dans le cas de ChatGPT avec Bing. Alors la question centrale, effectivement, qui affole entre guillemets un peu tout le monde, parce qu'effectivement ça pose la question pour chacun d'entre nous d'ailleurs, en quoi ça vient remettre en cause notre métier, en quoi ça vient remettre en cause notre expertise, quelles sont les opportunités, quels sont aussi les enjeux de formation derrière. Là on vous a donné un exemple, je crois que c'est Publicis qui l'avait fait, donc l'illustration qui est à gauche. C'est ça, qui est à gauche, qui est fait en 4 jours par effectivement une équipe de graphistes et de designers versus mid-journée en 2 heures. Alors en 2 heures pour arriver, c'est-à-dire à retravailler le prompt pour arriver non pas à une image mais à une quinzaine de propositions. On voit qu'effectivement en termes de productivité et en termes de gains et d'efficacité, c'est quand même assez game changer. D'ici 2030, 3 métiers sur 5 seront automatisés à au moins 30%. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui sortent. Tous les jours, c'est la guerre des chiffres. Ce qui est sûr, en tout cas, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que clairement, le train, il avance. Les opportunités, elles sont là. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça va venir remettre en question, qu'est-ce que ça va venir justement renforcer ou qu'est-ce que ça va venir challenger, avec effectivement quand même cette opportunité qui est réduction des coûts et gain de productivité. Alors ça va même toucher effectivement les développeurs qui étaient jusqu'à présent absolument intouchables et effectivement très recherchés, avec une tension sur ces métiers très forte. Là on a l'exemple de GitHub Copilot, donc qui est justement Microsoft et qui permet de corriger et de générer du code très rapidement. Mais le vrai sujet, c'est finalement la combinaison de l'humain et de l'IA, puisque tout ça n'est possible que ça reste un outil, hein. Donc tout ça n'est possible parce que derrière, il y a un humain qui va définir le bon prompt, la bonne demande, qui va préciser effectivement le sujet ou l'objet pour arriver à un résultat qui soit le plus pertinent possible.
Alors, selon Gartner, 50% des employés auront un robot assistant d'ici 2028. Alors moi, personnellement, je trouve ça absolument génial, parce que ça veut dire, effectivement, encore une fois, pouvoir nous se concentrer sur vraiment l'expertise et pouvoir s'appuyer sur ces assistants personnalisés. Typiquement, pour des médecins, de pouvoir peut-être poser des diagnostics plus rapidement, plus efficacement. Pour les avocats, d'avoir un assistant juridique et encore une fois, de faire moins d'erreurs et de pouvoir travailler plus rapidement. Les métiers du marketing, de la publicité, du CRM, des coachs pour des rédactions d'emails, les chefs de produits pour générer des descriptions de produits plus engageants, plus pertinents. Et puis, on l'a vu, pour les codeurs, d'avoir des assistants coding. Alors malgré tout, certains métiers ne pourront pas être remplacés. Je ne sais pas il faut jamais dire jamais, donc j'ai pas osé le préciser, même si c'est sur la slide. Et c'est effectivement un référencement des métiers qu'avait fait OpenAI. Finalement, c'est le retour à la noblesse des travaux manuels. Qui ont été référencés, mais je ne doute pas que par un moyen ou par un autre en tout cas, l'IA contribuera à l'évolution de ces métiers-là. Alors bien sûr, quand on parle d'innovation, on parle aussi forcément et toujours très rapidement de limites. Alors l'une des premières limites, effectivement, c'est l'impact écologique, puisque forcément, plus de puissance de calcul, ça nécessite une augmentation de la consommation d'énergie, on en a un petit peu parlé. De manière globale et historiquement, l'innovation technologique, effectivement, elle peut pas être parfaite partout. Donc, step by step, elle traite les sujets les uns après les autres. Le sujet écologique est quand même un enjeu prioritaire, et important à adresser. Et d'ailleurs, l'un des cofondateurs de OpenAI qui était présent à Austin l'a un petit peu évoqué et effectivement travaille sur ces enjeux écologiques. Les biais. Alors, c'est pas l'IA générative qui crée des biais, c'est l'IA générative qui s'entraîne sur des données qui elles-mêmes ont été produites par des humains et donc avec un certain nombre de biais. Donc, effectivement, quand on tape typiquement secrétaire, c'est très souvent une jeune femme brune avec des lunettes, très important les lunettes, ou alors un pilote de ligne, un beau jeune homme ténébreux, très, très stéréotypé, et puis d'autres exemples. Encore aussi quelques difficultés dans la reproduction. Alors on l'a vu sur certaines images, plusieurs mains, plusieurs doigts. Donc on voit quand même encore quelques problèmes. Aussi beaucoup autour du visage et des yeux. Et puis bien sûr, ça pose des problématiques légales. Donc ça c'est le vrai sujet. Et pour le coup, il y a un flou un peu juridique. En fonction des pays, c'est pas la même chose, c'est pas abordé de la même manière. Donc effectivement, le sujet des droits d'auteur. Là, par exemple, on a suivi une autrice de BD qui a créé une BD uniquement effectivement via l'IA générative. On lui a donné, on a reconnu finalement son droit d'auteur sur l'ensemble de la BD, mais pas image par image, donc les images qui composaient la BD. Donc, bien sûr, c'est reparti au tribunal pour pouvoir défendre justement la créativité et le fait qu'elle ait elle-même créé ses prompts pour générer ces images-là. Et donc, en ce sens, elle défend son droit d'auteur sur les images. Donc, c'est un peu délicat de dire, OK, vous êtes l'auteur de la BD dans sa globalité, mais pas des images qui la composent. Donc, on voit un peu les limites de tout ça. Les enjeux de plagiat, effectivement, et notamment dans le milieu éducatif et dans la formation. Et ça, c'était un point aussi intéressant que soulevait Amy Webb, qui est une grande futurologue, qui a toujours l'habitude d'ouvrir justement Austin, qui disait que l'un des grands sujets de l'intelligence artificielle générative, c'était la formation. C'était l'éducation, c'est un outil, ça reste un outil. Et comme chaque outil, il faut avoir des compétences, il faut être formé, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'intégrer dans son environnement. Et pour ça, la formation est absolument indispensable. Plutôt effectivement que de le supprimer ou de l'interdire, c'est comment on encadre son utilisation et on en fait plutôt un outil qui va venir renforcer le savoir ou la production de contenu plutôt que l'inverse, ce qui est actuellement en train de se faire. Et puis bien sûr des enjeux d'éthique, à quel moment on peut utiliser ces outils-là, que ce soit dans le droit, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans différents secteurs. Donc tout ça est assez ouvert et va s'affiner au fur et à mesure des semaines et des mois. Et puis, pour évoquer une dernière fois l'intervention du cofondateur de OpenAI, qui effectivement disait que tous ces sujets-là et ces sujets d'éthique et de droit étaient des sujets de société.
dans lesquels tout le monde devait s'en emparer, et notamment les gouvernements, sous-entendu, c'est pas notre problème, c'est un problème collectif, donc nous on est là, on apporte l'innovation, on apporte la technologie, mais les sujets plus complexes, c'est moins notre sujet, voilà, c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer. Et puis effectivement, on a eu, je sais pas qui a vu ces publicités ou cette campagne, il y en a qui l'ont vu ? Non ? Bon, je suis ravie de pouvoir vous la présenter ce matin. Donc effectivement, c'est Becherel qui a un peu joué sur les enjeux de créativité, de culture, et effectivement, l'IA sans tout ça n'est pas grand-chose. Et donc Soul Singer on a stage, et on se retrouve avec un poisson prêt à chanter ou une jolie maison dans une forêt de pins. On se voit effectivement avec des baguettes de pain sur le toit de la maison. Alors, si on revient un petit peu sur nos sujets qui nous concernent tous, plutôt de retail, de e-commerce, de publicité, on peut se dire s'il y a moins de trafic sur les sites web des médias, ça sous-entend possiblement moins de revenus publicitaires. Et aujourd'hui, les médias, en tout cas, sont quand même majoritairement financés par la publicité. Donc, ça pose la question de la démocratie. Un seul résultat versus les résultats des moteurs de recherche, la fin du SEO. Je trouve qu'il y a une image qui est assez intéressante pour comprendre la différence. Google, c'est le copain qui va, dans la bibliothèque, vous amener le livre dans lequel vous allez pouvoir trouver votre réponse. ChatGPT, c'est le copain qui a lu tous les livres et qui va pas vous amener le livre, mais qui va vous apporter la réponse directement. Donc ça pose la question de comment émerger dans cet environnement-là. L'assistant IA fera des courses pour nous. Donc là, on parle beaucoup ces dernières semaines, ces dernières années du retail média. Finalement, changement de modèle économique, ou en tout cas bouleversement dans le commerce. Et puis, moins d'argent versé aux artistes. Ça pose la question potentiellement de moins de création et donc de moins de créativité. La question reste ouverte et le débat est assez intéressant, notamment sur la créativité avec l'IA générative. Tous ces sujets-là, on va les traiter, on va rentrer en profondeur tout au long de l'année, notamment avec des rapports. On en a 3 qui sont en cours, justement sur l'impact sur les métiers, la révolution créative, et puis aussi tous les sujets de RSE, d'éthique, de confiance sur ces nouvelles technologies, sur ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle et les applications qui vont avec. Donc n'hésitez pas, pour les membres, à suivre le dépôt de ces rapports sur votre espace membre, et puis à toutes les autres personnes à nous solliciter. On sera ravis de répondre à vos questions et de vous partager les différentes informations associées. Voilà, c'était une courte introduction, mais qui permet en tout cas de lancer la journée. Je vous remercie à toutes et à tous, et puis je vais laisser la parole à Guilhem. Merci. Merci beaucoup.